Les avocats. Aujourd'hui, la profession la plus connue avec les juges lorsque l'on fait référence à la justice. Toujours représenté comme debout, levant les mains pour accompagner sa plaidoirie, le combat qu'il mène pour défendre son client. Car en effet, si nous avons besoin d'avocats, c'est autant pour leur connaissance du droit que pour leurs compétences d'orateur. On pourrait alors penser que cette profession existe depuis la genèse de la société. Après tout, ubis societas, ibis ius, là où il y a une société, il y a du droit. Pourtant, vous serez étonné d'apprendre que par exemple, les avocats tels que nous l'entendons, au temps de l'Égypte antique, n'existaient pas, puisqu'à cette époque, la plaidoirie elle-même n'était pas permise. Lorsque l'on voulait s'adresser au juge, il fallait lui écrire. Comme le dit Gratien Michel Olivier Beauregard, grand égyptologue, les juges échappent à l'influence des paroles et aux séductions des orateurs habiles à manier les passions humaines. Ainsi, seul le juge pouvait être tenu responsable et la peine, s'il manquait à son devoir, pouvait être sévère, au point de lui couper le nez. Destin assez cruel pour le magistrat. En attendant, aucune trace de nos avocats. Mais vous devez penser que si nos Égyptiens étaient contre cet art de la séduction, il y a une civilisation dans l'Antiquité qui était célèbre pour ses grands orateurs, ses débats philosophiques, leur quête de vérité, mais surtout pour avoir inventé les prémices de la société moderne. En effet, Athènes est souvent considérée comme le berceau de la société occidentale. Mais vous auriez tort. Et oui, si les Grecs étaient de fins orateurs, ils ne sont pas ceux qui ont créé ce que l'on pourrait appeler l'ancêtre de l'avocat. Bien qu'on peut cependant y trouver ses débuts les plus basiques. S'il n'était pas permis de séduire le juge égyptien par la parole, le juge grec lui était bien plus sensible. En effet, il était permis aux parties du procès de faire valoir leur cause, de plaider, et comme il était possible d'écrire au juge égyptien par l'intermédiaire d'un écrivain ou d'un érudit du droit, ici, cela a donné naissance à la profession du logographe. Ces professionnels rédigeaient des discours lus devant toute la cour par les parties qui faisaient appel à leur service. Cette possibilité fait maintenant écho à l'article 762 du Code de procédure civile que nous avons aujourd'hui en France, qui ouvre le droit à un individu d'être assisté ou même représenté par un conjoint, parent ou avocat lors d'un procès. Cependant, il est formellement interdit pour un grec d'être représenté. Seule l'assistance du logographe ou un seul de ses proches pouvait l'entourer pendant le procès, ce qui donnera naissance à la notion du sidégore, le défenseur d'un jour, celui qui parla avec. Il ne pouvait être que des proches des parties, ce qui exclut toute possibilité de rémunération. Après tout, si quelqu'un excite des cabales ou des brigues dans l'assemblée des Héliastes, ou dans un des tribunaux d'Athènes, ou dans le conseil, soit en donnant, soit en recevant de l'argent pour corrompre, ou forme un remploi pour renverser la démocratie ou en étant chargé de plaider pour un autre, reçoit de l'argent pour des procès privés ou publics, il y aura action criminelle. Malgré cela, nous avons un exemple comme celui de Démosthène, certainement le plus célèbre des logographes, qui fit usage de ses compétences pour une raison purement politique qui lui valut une couronne d'or. Aucune technicité du droit n'était utilisée ici. Il s'agit plus d'orateurs politiques et publics que de défenseurs privés. Socrate les qualifiait d'esclaves lorsqu'il les comparait aux hommes libres. En réalité, l'avocat moderne tire ses racines de la Rome antique. L'idée même des avocats répond à la nécessité d'un défenseur qui équilibre le groupe social, qui progressivement donnera naissance à un véritable ordre. La Rome antique est remplie de différentes professions qui se sont progressivement unifiées pour donner naissance à la profession de l'advocatus. Cela se reflète même dans la religion romaine. Mercure, ou plus communément connu sous le nom d'Hermès, est un dieu proche du droit romain. Puisqu'il est le messager des dieux, il est l'intermédiaire entre l'Olympe et les mortels, celui qui guide les âmes vers les enfers, dieu du commerce et de la négociation, dieu des voleurs également. Hermès était considéré comme un dieu farceur, enjoué et le plus bon des dieux envers les hommes. Mais il ne se résume pas qu'à cela. Dès le début de son mythe, il est dit qu'Hermès, après avoir volé les vaches de son frère Apollon, aurait par ses qualités d'orateur su formuler un plaidoyer assez convaincant pour séduire Zeus, dieu des dieux, et éviter une lourde peine lors de son procès. Ce mythe conduisait Hermès à être vénéré par les praticiens du droit. Pourtant, de la monarchie romaine, la procédure laissait encore une fois les parties se défendre eux-mêmes. Mais contrairement aux Grecs, l'assistance complète était autorisée, et ce par un professionnel du droit. Il y avait alors deux professions distinctes. Les advocati, bien que le mot ressemble à celui de l'avocat, aussi appelés laudatores, ont eux un rôle de conseil plutôt que de représentation. Le véritable ancêtre de l'avocat est le patronus, l'orator chargé uniquement de plaider en représentation orale. Ils avaient pour mission de postulare, demander comme un droit. Seulement, bien que ces rôles ont pour objectif de faire remporter le procès aux parties qu'ils assistent, aucune de ces professions ne représentait leurs clients.
Le patroni, lui, remonte à la fondation même de Rome, puisqu'il s'agit d'une profession exercée par les pères fondateurs de Rome, les patres, qui avaient pour devoir de défendre les plébéiens en justice, s'ils le voulaient bien sûr. Cela permettait aux patres de légitimer le pouvoir qu'ils avaient en témoignant de leur autorité morale et politique, ainsi que de leur rang social. C'est pourquoi cette profession se transmettait héréditairement, au travers d'un office. Seulement, au temps de la République romaine, le droit se complexifie autant que sa qualité s'améliore. Les citoyens ont besoin de professionnels pouvant les guider au travers de cette science devenue trop complexe pour le citoyen lambda. Les jurisconsultes, appelés prudentes, seront des sages créateurs de la doctrine juridique et initiateurs de la jurisprudence romaine, ce que certains appellent la cogniture. Le patronus, lui, est peu à peu remplacé par l'oratores des officiers publics, praticiens du droit et orateurs. Sous l'Empire, les deux professions laisseront finalement place à l'advocatus, celui qui dit la cause. Profession qui crée de grands conflits quant à la question de sa rémunération, puisqu'en l'an 204 avant Jésus-Christ, la loi Cincia interdisait aux advocatus de recevoir paiement. Seulement cette loi ne comporte pas de sanction, ce que l'empereur Auguste corrigera par la suite. Cependant, Néron, lui, nuança l'interdiction en imposant un maximum d'honoraires de 10 000 sesterces, en appuyant que la rémunération doit être proportionnelle à la gravité de l'affaire. Honorius et Théodose créèrent l'origine de la liberté d'honoraires des avocats, toujours sous une somme considérée décente, de 100 écus d'or. Toujours dans les origines des attributs de l'avocat, la robe, elle tire son origine de la toge romaine, symbole de la citoyenneté, tenue légale qui par défaut fut attribuée aux advocatus, malgré le fait qu'elle tombait en désuétude au IIIe siècle avant Jésus-Christ, car Auguste souhaitait différencier les professionnels des clients. L'habit ne fait pas le moine, mais bien le plaideur. La toge est donc devenue l'habit exécutif de l'avocat. Mais si la toge fait le plaideur, pour l'être, il faut avant tout maîtriser l'instrument le plus important de la profession, la rhétorique, qui était définie par Platon comme la faculté de considérer pour chaque question ce que peut être propre à persuader. Ceci ne le fait d'aucun art, puisque chacun des autres a instruit et impose la croyance en ce qui concerne son objet. Comme vous pouvez le constater, Platon ne portait pas cet instrument dans son cœur, et correspond avec une animosité dont encore aujourd'hui les avocats font face. Des injures comme labratores, qui veut dire aboyeur, clamatores, brailleur, tabulae, déchireur d'oreilles. Comme on peut aujourd'hui retrouver bavard, menteur, blanchisseur. Pas évident de se retrouver face à ce genre d'insultes après avoir passé 5 ans d'études, 5 ans qui furent imposés dès l'Empire, en plus d'une condition de chrétienté, une interdiction civile à visée politique touchant principalement les étrangers. Encore aujourd'hui, l'on a su garder la condition de moralité créée dans la foulée qui interdit à quiconque de pratiquer en étant condamné d'un crime infamant. De plus, les avocats étaient soumis à certains principes, comme l'égalité des armes, qui empêche qu'une personne soit défendue par le plus illustre des avocats, tandis qu'un autre est un incompétent ou un néophyte. La commission d'office également, l'avocat ne pouvait refuser son client. Vient ensuite les Mérovingiens, les ancêtres historiques de l'histoire de la France. Ces derniers ont créé les avoués, qui est une traduction du terme advocatus. L'on trouve des mentions de leur existence dans la loi Gombette, ou celle des Burgondes. Leur fonction à l'origine reste floue encore aujourd'hui, mais l'on sait qu'ils tirent leur nom des institutions de l'Église nommées avoueries. Félix Sem affirme que les Occidentaux auraient copié sur les Defensores Ecclesiae d'Afrique, extiscos byzantins, ces derniers signifiant vengeurs, Defensores signifiant poursuivre en justice. Instaurés par Honorius le 15 novembre 407, les avoués sont donc des défendeurs des institutions ecclésiastiques comme le roi était l'avoué de l'abbaye de Saint-Denis. C'est au temps de Charlemagne que l'advocatus devint public et obligatoire. Leurs prétentions étaient contrôlées par l'administration, car il y avait une certaine méfiance envers la profession. En 809, l'advocatus catus episcopi est créé, ce qui en français donne l'avocat de l'évêque. Renforçant leur appartenance à l'Église, ils étaient les représentants du clergé tout en étant des seigneurs, ce qui créa la phrase « que nul combat de Dieu ne s'occupe des affaires séculières », c'est-à-dire que seuls les membres du clergé pouvaient s'occuper de ces affaires. Le troisième concile de Latran, en 1179, interdit aux clercs d'exercer devant les tribunaux laïcs, ce qui créera les avocats laïcs. En 1274, l'avocat est autorisé à représenter entièrement ses clients. Clients qui restaient limités aux affaires de l'Église, comme les personnes qu'elle protège, la veuve, l'orphelin et l'homme d'Église.
L'avocat avait pour devoir de défendre une cause juste. Si elle ne l'était pas, il se devait de l'abandonner ou du moins engager le client à se déclarer coupable. Sa mission est d'aider l'indigent. Il peut recevoir des honoraires, mais si la personne n'en possède pas les moyens, alors il a pour devoir de l'aider gratuitement. Et ce, par l'adage, il ne doit pas attendre sa récompense des hommes, mais de Dieu. Beaumanoir poursuivra que l'avocat doit être désintéressé et plaider sans attendre quelconque paiement. La figure représentant au mieux cette conduite est celle d'Yves de Kermartin, surnommé le patron des avocats ou encore la fierté des Bretons. Saint Yves est connu comme un créateur de paix, d'une justice rapide mais juste. Il défendait les plus pauvres et démunis sans demander quoi que ce soit. Saint Yves contribuera beaucoup à l'image de la profession des avocats. Guillaume Durand, en représentant l'évangile de Jean, affirme que l'avocat est le soldat du Christ et de la vérité. Cependant, il ajoute aussi qu'il n'est pas protagoniste essentiel, c'est-à-dire que seules les parties et le juge sont nécessaires dans le cadre d'un procès. Car si Yves était dit exemplaire, ce n'est pas le cas de chaque avocat, puisqu'un interdit fut prononcé sur le fait de s'entretenir avec les témoins hors du procès, proposer des faits inutiles ou encore de prononcer des injures. Je vous laisse imaginer les affaires de l'époque. Comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute, donc libérez mon client. En effet, la profession connut diverses réformes, mais surtout l'apparition d'une nouvelle hiérarchie. Au plus bas des échelons, il y avait ceux qui, après 5 ans d'études, devenaient stagiaires, ceux qui écoutaient les procès sans pouvoir plaider. Ensuite, les proponentes, les avocats qui exercent pleinement la profession, sachant que depuis l'ordonnance de Colbert de 1670, il était interdit de plaider pour des matières criminelles, laissant les accusés plaider sans le ministère du Conseil. Donc les avocats ne plaident que pour les affaires civiles et non pénales. Par ailleurs, ces plaidoiries faisaient l'objet d'une critique. Elles étaient trop longues. Car s'il était réglementé que les avocats peuvent plaider autant qu'ils le souhaitaient, il est maintenant d'usage que les plaidoiries ne soient pas trop longues, mais captivantes, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Et à cela s'ajoutent les conciliarii, des sortes de sages qui siégeaient au Parlement à prendre au pluriel, car si aujourd'hui nous n'avons qu'un seul Parlement, sous l'Ancien Régime il y en avait beaucoup. Le Parlement servait non pas à faire la loi, ça c'est le rôle du roi, ou de la coutume, mais à la ratifier dans chaque partie de la France. Ils siègent aux fleurs de lys, et sont écoutés très attentivement lorsqu'ils leur font part de leurs avis sur un aspect de la doctrine, ou même lorsqu'ils conseillent le juge sur l'affaire en cours. Cette place au Parlement leur donne un pouvoir politique important, et ils ne vont pas en manquer d'en faire usage. Ce qui explique une loi qui cherche à minorer les prérogatives et influences des avocats. En effet, la loi avait prévu de baisser les frais de justice et imposer aux avocats d'indiquer les honoraires perçus par eux, et réduire leur possibilité d'impacter la scène politique. Cela provoquera une grève massive le 13 mai 1602. 307 avocats feront la grève, animés par un esprit d'indépendance qui se manifestera au sein des parlements et de la profession. Les avocats légistes, défenseurs et jurisconsultes considèrent que leurs prérogatives de juristes sont anéanties. Ils se retrouvent de plus en plus soumis au pouvoir royal. Et si on peut penser qu'en vérité ils étaient principalement motivés par l'argent, les honoraires étaient déjà limités à 30 livres. Honoraires indiqués en bas de leur écriture, mais surtout qu'il était indispensable pour un avocat de réclamer des honoraires. Si vous n'en connaissez pas la définition, honoraire signifie un fait de récompense, que l'on donne à ceux que l'honneur de leur profession ne permet pas de recevoir. Un salaire comme les avocats ou les médecins. Ainsi, le mot d'honoraire signifie qu'il est honnête de le recevoir, mais qu'il est honteux de le demander. Il n'avait alors aucun moyen légal de se les faire payer, ce qui explique le mécontentement de ces personnes car s'ils étaient limités à 30 livres, seul le client pouvait décider des honoraires. Les avocats ne pouvaient refuser un client que s'il était incapable de payer l'honoraire que lui-même avait fixé, car les honoraires ne pouvaient être contestés. Finalement, Henri IV se résigne et n'applique pas ce décret. Néanmoins, cela marque la première grève de l'histoire des avocats en France et ne sera pas la dernière, car cela ne fera que leur prouver qu'ils ont suffisamment de pouvoir pour faire réagir le pouvoir royal. Et ce ne sera pas non plus la seule fois où le roi se mêlera de la profession. Par exemple, dans un décret du 11 juillet 1685 de la Révolution de l'édit de Nantes, les protestants n'étaient plus considérés comme des docteurs de la loi ou comme avocats. Ce genre de décret couplé avec la pression constante de la puissance royale, les avocats ont pris une position politique clairement opposée à la royauté et ont critiqué toutes les sortes d'autorités de l'époque, et prônent l'individualisme, qui est une idée révolutionnaire. Cela ils le feront par écrit, ce que l'on appellera les factums, des mémoires judiciaires, un discours politique, une arme politique dont ils se doteront
qui provoquera des conflits comme la bulle Unigenitus. En effet, en réponse au factum, mémoire pour les sieurs Simon, le Conseil d'État le qualifie de criminel. Ce mémoire s'agissait des consultations de 14 avocats. Le factum signifiant fait exposer des affaires, plaidoyer mais aussi, surtout, un moyen de répandre leurs idées. Des idées comme le roi n'est que le chef de la nation, le Parlement est le vrai Sénat du royaume, les lois sont des conventions entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ces factums passionnent les foules, de grands auteurs comme Voltaire ou Beaumarchais notamment ont utilisé ce procédé. À l'avènement de la Révolution française, les avocats entrèrent en jeu et profitèrent de leur éloquence. Si bien que le gouvernement révolutionnaire les craindra, et de là s'enchaînent un certain nombre de lois contre l'avocat. Le 2 et 11 septembre 1790 ont supprimé les costumes, l'ordre et la corporation. Le 15 juin 1790 supprime l'avocat. La profession modifiée sera dorénavant exercée par des défenseurs officieux et les avoués. Sauf que lorsque la justice n'est pas tenue par des juristes, l'on sait bien les dérives qu'elle peut avoir. Les plaidoiries étaient remplies d'insultes. Parfois même les poings étaient lancés. Certains excusent leur absence pour un simple rhume. Dès lors, la justice sera tenue par des individus malhonnêtes, maladroits et incompétents. Ces nouveaux avocats participèrent à l'écroulement de la justice française. Sur les 600 avocats que comportait le barreau de Paris, seuls 150 exerçaient encore, appelés alors avocats du Marais. En effet, ces quelques derniers essayaient de maintenir un ordre malgré l'interdiction. Le reste des avocats se convertissent en professeurs de législation ou d'éloquence dans des institutions plus ou moins légales. D'autres, comme Touré, qui a voté la fin de l'ordre des avocats, lui est devenu président du 3e tribunal de Paris, passé d'avocat de province à magistrat révolutionnaire. Promotion autant politique que financière. Le tribunal révolutionnaire mettra fin au principe de second degré et d'égalité des armes, et par la loi des suspects du 17 septembre 1793, les prêtres, nobles, seigneurs et étrangers, agents et domestiques de toute personne étaient pour le simple fait d'être ce qu'ils sont, condamnés à mort. Que la justice du tribunal révolutionnaire commence et la justice du peuple cesse. Nous sommes dans l'effroyable période de la terreur. Durant cette période, il n'était possible que de trancher en faveur de l'accusé ou de la peine de mort, ce qui a conduit à condamner 1376 condamnés à mort. Heureusement, à l'avènement du consulat et de l'Empire, l'ordre s'est peu à peu rétabli. La robe est rendue aux avocats en même temps que leur profession. Les écoles seront créées par la loi du 22 Ventose en 12. Des principes comme le double degré de juridiction est rétabli, ce qui réintroduira la hiérarchie des tribunaux. La Cour de cassation, elle, qui était anciennement appelée le tribunal de cassation, trouve son nom en 1804. C'est donc un véritable retour des choses, qui ne veut pas pour autant dire que les avocats n'étaient plus perçus comme une menace. Napoléon, lui qui a pourtant reconstitué l'ordre, dans ce même décret du 14 décembre 1810, ce sont des facieux, des artisans de crimes et de trahison. Je veux que l'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. Cela montre la crainte qu'il éprouve à l'égard du pouvoir et de l'influence qu'ils peuvent avoir. Ce décret implique que si les avocats venaient à critiquer le gouvernement, ce dernier se retrouverait en danger. C'est pourquoi, lorsqu'il restera l'ordre, il en changea aussi le serment, pour assurer que les avocats ne puissent faire usage de leur talent contre lui. Seulement, comme vous le savez, cela n'empêchera pas la chute de l'Empire. C'est le retour d'une monarchie qui ne souhaite pas se friter avec ses avocats. Ce sera donc une période durant laquelle les avocats renforcent leur ordre. Et comme de nombreux autres ordres, ils gagnèrent de nombreuses libertés. Au cours du XIXe siècle, de grands orateurs voient le jour. Et c'est au fil du XXe siècle que la profession connaîtra de grands changements. Les avocats affirmeront le principe du désintéressement en rendant les consultations gratuites. Consultations qui s'élèveront à 112 500 en septembre 1914. Par la suite, la Grande Guerre fut l'occasion pour les femmes de faire preuve de leur grande qualité d'avocates. Devant les juridictions et les conseils de guerre, elles remplacent, et souvent mieux, les hommes absents à la barre. Car depuis la loi du 1er décembre 1900, les femmes pouvaient prêter serment et exercer pleinement le métier d'avocat. La première fut Olga Balachowski-Petit, le 6 décembre 1900, suivie de Jeanne Chauvin, première femme à plaider dans un climat très misogyne et moqueur. Malgré cela, elle gagnera son procès, l'accident du chemin de fer très meurtrier de Choisy-le-Roi. Comme elle l'a si bien dit dans son ouvrage Illustration, lorsqu'elle célèbre la mort d'une légende, celle de la supériorité masculine et de l'abîme séparant les deux moitiés de l'humanité.
D'autres grandes figures comme Mera Véron, Hélène Miropolski ou encore Paul Pignet ont aussi grandement contribué à l'ordre et sont la raison pour laquelle aujourd'hui 57% des avocats sont des femmes, un pourcentage qui depuis décembre 1900 ne cesse d'augmenter. Cependant, si la Première Guerre mondiale permit à ces figures de se relever, la Seconde Guerre mondiale quant à elle en sera bien moins révolutionnaire, puisque l'occupation à partir de 1940 commence par interdire les juifs d'être avocats, à l'exception des anciens combattants, prisonniers et femmes de prisonniers, ainsi que des veuves de guerre, ou encore des mères de soldats tués face à l'ennemi. Mais sous ces exceptions, les juifs ne peuvent pas dépasser 2% par barreau. Les autres avocats, eux, ont eu un rôle très important dans les mouvements de résistance. Certains prenaient même la direction de réseaux comme André Bossin, l'un des 7 fondateurs du réseau Valmy, mais aussi Joël Normand, fondateur du Front National des juristes. Non pas le parti politique de Marine Le Pen, évidemment, mais un grand réseau qui comportait de nombreux avocats. Une autre personnalité qui mérite votre attention est Jacques Charpentier, bâtonnier du barreau de Paris, qui choisit de s'opposer au maréchal Pétain et refuse catégoriquement que les avocats lui prêtent serment. Il était effectivement l'un des nombreux résistants avocats étant membre du Front National des juristes. Son choix de résistance l'obligera dès 1943 à vivre clandestinement. Inutile de vous dire ce qu'il arriverait s'il venait à être capturé, son sort ne pourrait être que funeste. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas, et en 1946, il fut attribué la Légion d'honneur. Le bâtonnier Bazax, de l'ordre des avocats entre 1938 et 1945, tenait la barre sans que jamais celle-ci ne succombe aux dérives xénophobes ou nazies, ce qui est impressionnant. Il demanda que soit créé un centre d'accueil pour les avocats du nord de la France, victimes de la guerre. Comprenant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent certains de ses confrères, qui ont dû évacuer les régions envahies par l'ennemi, et qui sont arrivés à Toulouse dans la détresse morale et matérielle. Mais pas que, il protégea également les avocats juifs de la législation Vichy. Maître Milo, Lévy, Zaouch, Zakas, Brisac, Kareddine El Karada, tous lui doivent la vie. Il condamna fermement les actes collaborationnistes, excluant même du barreau certains avocats collaborateurs. Il y a une liste exhaustive d'avocats ayant choisi de résister. Certains, en conséquence, furent bannis de leur barreau, voire parfois exécutés, pour avoir choisi de suivre leur morale et leurs idéaux, plutôt que de ne rien faire face au massacre qui se déroulait sous leurs yeux. Lors de la Libération, ces héros furent traités en tant que tels, tandis que les collaborateurs connurent un triste sort. Certains étaient fusillés sans procès, dont des avocats, qui choisirent la collaboration à la résistance. D'autres furent simplement répudiés de l'ordre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, l'ordre était animé par une volonté d'épuration. Le but était de se débarrasser de tous les avocats qui, comme Pierre Laval, ont choisi de pactiser avec l'occupant nazi. D'autres, comme Maître Colomb, ont fui pour éviter toute conséquence de leur action. Ce qui est particulier dans cette période, c'est que si certains, comme nous l'avons vu, étaient exécutés sans procès, d'autres en ont eu un, et ces personnes furent défendues par des avocats. Des avocats résistants, dont les proches avaient été tués par l'ennemi, défendant avec ardeur des soldats nazis. À ce moment-là, ce qui les anime sont leurs principes, et notamment celui de défendre toute personne, mais aussi celui de la recherche de la vérité. Il s'agit là de la fierté de la profession, le détachement du sentimentalisme et l'attachement à l'homme quel qu'il soit. Parmi ces personnes, l'on peut citer Louis Ténévaux, qui fut prisonnier pendant de longs mois par les troupes allemandes, et lors de la libération il se mit à défendre un à un devant le tribunal les nazis qui furent capturés. Mais le plus grand nom à retenir de ces personnes, qui mettent leur idéaux devant leurs sentiments, c'est sans doute Jacques Isorni, très connu pour avoir notamment été celui qui défendra le général Pétain, mais pas que, car il défendra aussi Brasillac, et tant d'autres. Ce général Pétain, justement, s'il fut dans un premier temps condamné à mort, De Gaulle s'assurera qu'il obtienne la peine de prison à vie le 17 août 1945. Par la suite, le 26 décembre 1946, est fondée la loi de crime contre l'humanité, une loi imprescriptible, donc qui ne peut pas faire l'objet d'une prescription, ce qui permettra à notamment Klaus Barbie de pouvoir être jugé pour ce crime. Et ces personnes ne font pas exception, au contraire, toutes seront défendues par des avocats. Ainsi, des figures comme Maurice Papon, Klaus Barbie et Paul Pouvier seront traînés en justice et défendus, ce qui clôt la période de guerre en France et laisse place à la paix dans les tribunaux, paix qui ne sera pas de tout repos. En effet, les avocats connaîtront de grands changements. Les avoués qui s'occupent toujours de certaines tâches sont fusionnés aux avocats, ce qui ne sera pas apprécié de tous, mais le monopole de la plaidoirie paraissait comme une nécessité. Alors ce ne sera pas contesté.
puisque déjà en 1593, cette profession avait été supprimée puis restaurée le 27 Ventose. Cette suppression viendra ajouter 25% d'avocats en plus, ce qui est énorme. Avocats devenus environ 7 941 en 1972, qui passeront à 14 480 7 ans après. 16 600 en 1987. Ces nouveaux avocats, qui sont les nôtres, font face aux défis contemporains, qui sont ceux de la société d'aujourd'hui, à savoir les nouveaux modes de règlement de conflits, la médiation, négociation, arbitrage entre parties, donc une justice qui se passe du juge ou de l'avocat. Donc la confrontation entre le système français qui se caractérise par la recherche de la vérité et les influences américaines ou anglaises qui, elles, se définissent plutôt par la confrontation de deux vérités. Certains voient cela comme le décentrage de la profession, qui jusque-là était de manier le droit. Car aux États-Unis, 90% des procès civils et commerciaux ne vont pas à leur terme, et font l'objet d'une transaction entre les parties, ce qui cause certains problèmes comme la désacralisation de la justice, ou encore la paupérisation de certaines professions judiciaires. Autrement, on peut citer le fait que sur les 70 000 avocats en France, 43% sont à Paris, ce qui représente 31 834 avocats. Car si en France la densité moyenne est de 110 avocats pour 100 000 habitants, elle est de 1510 avocats pour 100 000 habitants à Paris. On assiste également à la complexification du droit qui amène à l'ultra-spécialisation de la profession. Plus sujet à débat, l'avocat François Molinet, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, relève que si la plaidoirie était l'atout principal de l'avocat, aujourd'hui elle n'a plus la même importance, que l'on ne plaide plus de la même manière. Elle peut même être purement et simplement supprimée, les avocats étant souvent fortement incités à déposer. Or, conclure et plaider sont des droits fondamentaux. Enfin, autre sujet à débat, certains praticiens du droit emploient le terme de marché du droit, puisque les honoraires ne gardent que le nom de son ancienne définition, car aujourd'hui ces honoraires sont fixés par les textes de loi. En effet, la doctrine relève le danger de la marchandisation de la justice et de la mercantilisation du juste. Ce à quoi fait face l'avocat d'aujourd'hui, et entre autres la marchandisation de la profession, car si l'avocat a toujours été un acteur économique, il est porteur d'une déontologie. C'est pourquoi les avocats ont tendance à rejeter en bloc le marché, parce qu'ils sont attachés à la personne en tant que telle, et à chacune des personnes qu'ils côtoient, qu'ils conseillent, qu'ils défendent. Peut-on vraiment dire que l'avocat est un stock qui peut produire des ressources, s'éroder ou croître s'il fait l'objet d'un investissement? L'économie peut-elle déshumaniser l'avocat comme un vulgaire capital humain juridique? Néanmoins, après tout, il faut bien vivre, comme dit le bâtonnier de Paris, Charles Chenu, en 1906. En effet, d'autres disent « Nous n'exerçons pas notre profession dans l'espérance de recueillir quelques cadeaux, mais bien avec le droit fort légitime d'obtenir le prix de nos efforts et des services que nous rendons. » À ces mots, je vous laisse le soin de réfléchir à ce que vous voulez que soit l'avenir de cette profession, qui occupe notre tribunaux depuis la Rome antique. Merci de m'avoir écouté, et passez une excellente journée. Bonne soirée. Je déclare l'action publique éteinte. Audience élevée.